Bonjour à tous et bienvenue à cette session. Je m'appelle Claude Ampigny, je suis consultant Professional Services au sein d'AWS. Donc je le disais, je suis consultant Professional Services au sein d'AWS et on va parler aujourd'hui d'un sujet qui m'a beaucoup occupé ces 8 dernières années et qui m'occupe toujours beaucoup d'ailleurs. On va parler migration. Alors la migration est un passage obligé de la transformation digitale, mais il faut se l'avouer, c'est un sujet qui peut se révéler stressant de par sa complexité et les enjeux qui en découlent. Je suis consultant, donc permettez-moi de commencer en ayant une approche de consultant. On va partir de la situation initiale des clients que je rencontre. Beaucoup des clients que je rencontre arrivent au terme de leur contrat de location de data center et pensent naturellement au cloud comme étant la nouvelle solution d'hébergement qui leur permettra d'accélérer leur transformation digitale. Les clients cherchent à réaliser des business cases et s'aperçoivent en fait que la plupart du temps leur CMDB n'est pas à jour, ou en tout cas leur inventaire applicatif n'est pas à jour, et que ça ne leur permet pas de créer des business cases qui soient compelling, comme on dit. En discutant un peu, on s'aperçoit aussi que les clients ont d'un côté une pression grandissante des business pour finalement réduire le temps de mise à disposition des applications, le fameux time to market, et de l'autre, des difficultés de maintenance sur les applications dites monolithiques. Et tout cela doit se faire dans un contexte où les clients finaux sont en attente d'innovation, donc vous et moi sont en attente d'innovation, et avec une demande simple de la direction, réduire les coûts tout en étant compliant avec des nouvelles normes réglementaires. Donc on le voit, l'adoption du cloud ne se fait pas dans un contexte simple. Généralement, il suit 4 étapes. En tout cas, c'est ce qu'on constate chez AWS. La première étape étant la phase projet, la deuxième étape étant la phase de construction des fondations pour permettre de migrer le SI, la troisième étape étant la phase de migration à proprement parler, et la quatrième étape étant la phase de réinvention. Alors ces 4 étapes sont supplémentées par 2 courbes. Les 2 courbes que vous voyez ici, la première en bleu est la courbe d'innovation au cloud native, et la deuxième est la courbe de règlement de la dette technique. Quelques remarques sur ces 2 courbes. La première étant que les 2 courbes, comme vous le voyez ici, évoluent en parallèle et non de façon séquentielle. Pourquoi? Simplement parce que les entreprises ne peuvent pas se permettre d'attendre de régler la dette technique pour innover. La deuxième chose est que les 2 courbes servent le même objectif. Donc les 2 courbes permettent d'aller à l'étape de réinvention. Et la dernière chose étant de rappeler qu'on passe par une étape de création des fondations, juste après la phase projet, et c'est vraiment essentiel pour construire le socle technique, mais aussi construire le socle organisationnel qui vous permettra d'adopter les nouvelles pratiques de migration. Alors on le voit, les clients, on le voit que l'agilité et l'innovation sont le moteur de la transformation du cloud. Les clients, généralement, mes clients sont généralement des DSI, viennent nous voir pour des contraintes IT et finalement adoptent le cloud pour réduire, mais surtout piloter les coûts liés à leur infrastructure, pour se concentrer sur les projets à forte valeur ajoutée et in fine réduire, ou en tout cas dédier plus de ressources IT sur des projets d'innovation. Votre SI, votre stratégie. On va parler ici des stratégies de migration. Et j'ai une petite nouveauté pour ceux qui connaissent ce schéma. Depuis quelques années, on parlait des 6 R, les 6 stratégies de migration, qui étaient basées sur les 5 R introduits par Gartner en 2011. Si vous comptez là, vous allez voir qu'elles sont au nombre de 7. On a introduit une nouvelle stratégie. Je vous en parlerai un peu par la suite. Alors, juste pour faire un point sur ces stratégies, on a tout d'abord le rehost. Il s'agit en fait de déployer des images de vos instances sur des images de vos serveurs sur des instances dans le cloud, donc sur AWS, ou de reconstruire à l'identique vos applications dans le cloud. On a aussi le replatforming qui consiste à garder le cœur technologique des applications et à aller modifier certains composants, comme aller sur des services managés de type RDS pour les bases de données. Vient ensuite le replatforming qui consiste à finalement replatformer complètement l'application. On arrive au replace ou au repurchase
qui consiste, quant à lui, à évoluer sur des applications SaaS. Le dernier point est le refactor, qui lui consiste à réarchitecturer complètement les applications pour aller sur des nouvelles technologies, des technologies plus modernes, et pour aller sur ce qu'on appelle l'état de l'art en termes d'architecture. Il nous reste deux petites approches à revoir. Alors j'ai parlé 2 fois du replatforming, mais il nous reste 2 petites approches à voir. Le retain et le retire. Alors leurs noms sont assez, ne prêtent pas à équivoque. Le retain consiste à garder les applications on-prem et le retire à les décommissionner. Et puis la toute dernière stratégie qu'on a introduite, il s'agit du relocate, qui consiste à déplacer des workloads vers une plateforme reconstruite à l'identique. Donc on utilise cette approche quand par exemple on veut migrer des serveurs vers un cluster VMware on cloud, donc VMware en AWS, ou quand on veut migrer des conteneurs vers AWS. Quelques chiffres maintenant. Plus de 60% des projets qu'on réalise chez AWS se font en rehosting et en replatforming. Pourquoi? Parce que ce sont des stratégies qui sont hautement automatisables et qui permettent d'exécuter des migrations en masse. J'y reviendrai. Un autre chiffre, 10 à 20% des portfolios applicatifs de ce qu'on migre se fait en retire. Pourquoi? Parce qu'on constate que pas mal d'applications, finalement, avec les portfolios des grandes entreprises, 10 à 20% de leur portfolio peuvent être décommissionnés. Quelques remarques maintenant. Alors, vous voyez que les approches qui sont ici, du relocate au refactor, sont placées par ordre croissant d'efforts de migration. Donc on considère qu'un relocate est plus simple à réaliser qu'un refactor. Alors, jusqu'alors, on n'avait pas le relocate, donc la première stratégie la plus simple était le rehosting. L'histoire nous dira si le rehosting est vraiment plus simple, si le relocate est vraiment plus simple que du rehosting. Un autre point. Pour tirer parti du retire qui est ici, commencez à décommissionner vos applications dès le début de vos programmes de migration. Ce n'est pas toujours évident de décommissionner proprement des applications, et donc n'hésitez pas à dédier des équipes et à commencer ce stream dès le début de vos migrations. Le dernier point est que l'approche de rehost, qui jusqu'alors était la plus simple, qu'on considérait comme étant la plus simple, est souvent la moins plébiscitée par les entreprises en phase de préparation des migrations, parce qu'elles considèrent que ça n'apporte pas et qu'on ne tire pas vraiment de valeur en faisant du rehost en allant dans le cloud. Néanmoins, il s'agit de la stratégie la plus rationnelle, et on s'aperçoit que beaucoup d'entreprises, finalement, après avoir fait une étude et après avoir voulu migrer beaucoup de leurs applications en relocate, se retournent vers le rehosting parce que c'est l'approche qui est automatisable et qui permet de migrer en masse. On va voir maintenant si ce type de projet, donc les projets de migration, permettent d'avoir une approche agile. Alors, le phasage des projets de migration est un phasage assez simple, donc un phasage en 4 phases. Et si vous avez déjà travaillé avec des cabinets de conseil, vous êtes familier de ces approches. Donc, une préparation qui consiste à aller assesser le portfolio, la complexité du portfolio et définir une roadmap high level de migration. Une phase d'activation qui consiste finalement à aller créer l'ensemble des conditions nécessaires pour migrer vos applications dans le cloud. Une phase de migration qui, elle, est itérative, et je reviendrai dessus, et une phase d'optimisation qui en fait permet, une fois les workloads migrés, de revenir dessus et de voir ce qui peut être optimisé. En phase de migration, vous voyez que c'est un process itératif de découverte. Donc on fait une découverte détaillée, et j'insiste sur le terme détaillé. La découverte détaillée se fait à ce moment. Une découverte détaillée de vos workloads, une phase de design, une phase de build qui consiste à migrer, une phase d'intégration, une phase de validation. Alors jusqu'à là, c'est un process tout à fait classique. Qu'est-ce qui le rend particulier? C'est le fait qu'on ait ajouté 2 éléments. Le premier est un backlog priorisé d'applications dans lequel les équipes viennent piocher pour réaliser leur migration. Pour parler de mon expérience, j'étais avant Factory Lead, donc je leadais des usines de migration dans une autre boîte de consulting. J'ai participé à de nombreux projets
où finalement, on définissait un plan de migration en phase de préparation du projet et on exécutait l'ensemble des migrations selon ce plan-là. Figurez-vous que cette approche ne fonctionne pas, simplement parce que les projets de migration ne sont pas, et les exécutions des projets de migration ne sont pas forcément des projets qui sont facilement modifiables dans le temps. Quand vous décidez que vous allez exécuter selon un plan de migration et que finalement vous changez le plan de migration, cela peut fortement perturber les équipes applicatives et finalement on passe son temps à changer le planning. Un autre point, et donc je vais arriver sur le deuxième élément, la phase de feedback. On a introduit dans ce process itératif, on a introduit une phase de feedback. Et pour en parler, j'aime bien prendre l'image d'un train. Imaginez-vous qu'avant, on avait un train où on planifiait l'ensemble des projets et on réalisait selon son calendrier. On montait dans un TGV et en fait, on ne descendait pas du TGV entre la gare de départ et la gare d'arrivée. Finalement, cela laissait peu de temps aux équipes pour souffler, peu de temps pour améliorer et optimiser leur processus de migration. On a changé cette façon de faire, en tout cas chez AWS, on a changé cette façon de faire en incluant une phase de backlog qui permet de finalement planifier les migrations au plus près de l'exécution des migrations et une phase de feedback finalement qui permet de descendre du train et de comprendre ce qu'on est en train de faire. Dernier point, pensez à vos portfolios applicatifs comme une bête vivante. J'aime bien prendre cette image aussi. Pourquoi? C'est parce que si vous planifiez vos projets de migration longtemps en avance, vos portfolios applicatifs vivent, ils sont dynamiques, il y a des contraintes de production, des contraintes business, des contraintes métiers, des contraintes IT. Et donc en fait, si vous prenez une image et que vous vous dites que vous allez exécuter selon cette image tout le long pendant 1 an ou 2 ans, il y a de grandes chances que vous vous retrouviez dans la situation dans laquelle j'ai été et que vous soyez obligé constamment de revoir le plan de migration. Quelques points. On ne va pas passer en revue tous les services et les outils de migration. J'aimerais en évoquer quelques-uns quand même. AWS a des outils comme Database Migration Services, Server Migration Services et Snowball ou DataSync pour la migration de données. Donc, petit teasing, si vous êtes intéressé, venez voir la session de cet après-midi où je parlerai de ces outils. De plus, on a pas mal d'outils introduits par des partenaires. Donc, récemment, AWS a racheté Cloud Endure et TSO, mais cela nous laisse avec un panel d'outils que vous pouvez utiliser. Sans tous les passer en revue, j'ai 2 conseils à vous donner. Le premier étant que vous avez le choix des outils. Alors, donnez-vous le choix. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que chaque outil a ses forces et ses faiblesses. Donc, vous pouvez facilement utiliser, ou en tout cas sélectionner plusieurs outils, de façon à vous permettre de tirer parti du meilleur de chaque monde et de finalement utiliser les outils que vous devez utiliser d'utiliser les outils que vous voulez utiliser au bon moment et quand ils sont faits pour ça. Juste un petit point, c'est le fait de donner ce conseil-là à mes clients qui me permet de dormir le week-end pendant mes projets de migration. Parce qu'en fait, les clients ne m'appellent plus pour du support sur des outils. Ils ont 2 ou 3 outils et ils sélectionnent si une migration plante avec un outil, bien ils sélectionnent l'autre outil et généralement, on n'a pas 2 ou 3 plantages en série. Permettez-moi de vous présenter aussi, au-delà des challenges qu'on a déjà évoqués, les vrais enjeux de migration. L'enjeu majeur et l'enjeu top que je placerai dans le top 1 est la vitesse. Et je vais expliquer pourquoi. Alors en anglais, on parle de bulle de migration. L'année dernière, j'ai fait cette même présentation ici avec un client qui lui parle de boss de migration et j'aime bien cette image. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on parle de boss de migration. On parle de boss de migration à cause des enjeux, à cause des coûts projets, du double run, des coûts de formation et des coûts liés aux outils d'intégration. Bien entendu, en fait, plus le temps de migration sera long, plus la bosse de migration engendrera des coûts, et plus vous prendrez du temps pour atteindre votre période d'amortissement. Ça veut dire que le ROI de vos projets sera atteint plus lentement si vous prenez du temps pour migrer. Donc il est vraiment primordial de migrer rapidement. Je vais avancer un peu parce que je veux laisser du temps à mon ami pour faire son témoignage qui est excellent. On va parler des causes de ralentissement.
et je vais vous donner quelques points. Les premiers points, c'est l'analyse. Je vois des clients qui font des analyses détaillées, parfois même compulsives, de leur portfolio applicatif en phase de préparation du projet. J'ai des clients qui vont même analyser l'ensemble des dépendances applicatives en phase de préparation. Je suis passé par là, c'est contre-productif. Pourquoi? Parce que vous générez finalement trop de données et que ces données, ne sont pas utiles pour créer un planning macro. Donc, ne faites pas comme moi, dans mes jeunes années. Prenez des shortcuts et essayez d'avoir une image high level de votre portfolio applicatif. Deuxième point, et cette fois plutôt concernant la planification des migrations. Je l'ai déjà évoqué, cherchez à avoir des cycles courts de planification. La méthode que j'ai qui permet d'aller rapidement et qui a déjà fait ses preuves, c'est finalement d'aller identifier les applications critiques au début, ensuite d'aller identifier les contraintes de la business line, et finalement d'aller, dans le temps, augmenter la complexité de vos migrations. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que je commence par les applications les plus simples au début, pour permettre aux équipes d'avoir de la maturité, et je termine par les applications les plus compliquées. Et donc j'arrive sur un point, les pilotes. Les pilotes, les fameux pilotes. J'ai fait un projet où on a passé 6 mois à identifier des pilotes. Pourquoi? Parce que le client voulait utiliser les applications les plus complexes et les plus critiques. Figurez-vous que AWS, on a la chance d'être sur une plateforme qui est partagée, une plateforme qui fonctionne. Des millions de clients la testent tous les jours pour vous. Donc vous n'allez pas nécessairement aller tester que la plateforme fonctionne. Vous allez tester lors des pilotes votre processus de migration. Donc n'allez pas, s'il vous plaît, chercher les applications les plus critiques, cherchez les applications les plus simples pour permettre à vos équipes de gagner en confiance. Autre point, les petites modifications de dernière minute. On a beaucoup de clients qui finalement souhaitent modifier leur environnement source à la dernière minute ou juste avant l'immigration. S'il vous plaît, créez une phase de freeze où aucune application ne doit être modifiée, parce que finalement, après, on ne sait plus si le problème vient de la migration ou si les problèmes viennent des modifications qui ont été faites avant. Le niveau de test. Adaptez le niveau de test à l'approche que vous allez réaliser. On ne fait pas les mêmes tests quand on refactor complètement une application que quand on fait du rehosting. En rehosting, on prend une image, finalement, on a très peu de tests à faire ou des tests d'une profondeur pas forcément détaillée. Donc, s'il vous plaît, si vous utilisez du relocate ou du rehosting, faites des tests qui soient appropriés, un test de connexion sur l'application, des tests de recherche d'entrée, des tests de mise à jour d'entrée, par exemple. Pas des tests approfondis. Deuxième point, concernant les accélérateurs de migration. Le deuxième point est directement lié à la stratégie de migration que vous allez utiliser. J'entends beaucoup de clients me dire que le rehosting n'a pas de valeur. C'est faux. Il y a de la valeur en termes d'infrastructure, puisque cela permet, par exemple, en faisant du rehosting, en allant sur AWS, de faire des copies d'instances et de les partager entre régions. Cela permet aussi d'avoir du stockage, de faire de l'archivage, et sur du stockage, vous pouvez redimensionner à chaud vos volumes, par exemple, sur AWS. Cela permet aussi de mettre en place du monitoring en serverless avec CloudWatch ou de la gestion de flotte avec SSM. On aura une petite démo cet après-midi avec mon collègue Nabil, donc je vous invite à venir à cette session. La dernière chose, c'est que cela vous permettra aussi d'être dans un environnement qui vous permettra d'être plus facilement compliant avec les directives européennes. Dernier point, les perspectives. Être sur le cloud vous permet déjà, même en rehost, d'aller sur de l'infrastructure as a code, ce qui vous permet d'être déjà dans les bonnes pratiques DevOps. Et le dernier point, c'est que vous êtes dans un environnement où vous pourrez profiter de toutes les pratiques Big Data ou d'intelligence artificielle. Dernier point, avant de passer la main à Jean-Xavier, on va parler maintenant organisationnellement de ce qui vous permet d'accélérer vos migrations. Alors, vous voyez ici qu'il y a une équipe migration, donc une équipe dédiée de migration. À cette équipe, je vous conseille fortement d'adjoindre un CCOE, ou Centre d'Excellence, Center of Excellence. Pourquoi? Parce que le COE sera garant des standards, il sera garant des bonnes pratiques au sein du cloud. Donc, utilisez votre COE comme étant un accélérateur, un catalyseur des connaissances pour votre entreprise, pour être directement sur une infrastructure qui soit dans les bonnes pratiques AWS avec des experts qui sont skillés sur cette pratique.
Donc n'oubliez pas de mettre en place un COE, et sur ce, je passe la main à Jean-Xavier. Merci Claude. Écoutez, merci à vous, je suis ravi d'être là, content de voir aussi une salle comble, ça veut dire que le sujet intéresse. Alors, donc Jean-Xavier Duquesne, chez Bonduel. Au sein de l'équipe DevOps, en fait, j'ai le rôle d'IT Consultant Leader, avec deux casquettes. La première, c'est de travailler sur les technologies qui vont pouvoir répondre aux besoins de demain, pour le groupe. Et la deuxième casquette, c'est d'assurer la compétence des équipes pour qu'elles puissent appréhender ces technologies de demain pour pouvoir répondre aux besoins métiers. Alors Bonduel, en quelques mots, au-delà de la marque que vous connaissez sûrement, on est présent sur 4 technologies, la conserve évidemment, le surgelé, la salade en sachet, donc ce qu'on appelle nous le frais, et le traiteur. Donc là vous allez trouver toutes les barquettes de carottes râpées, taboulées, etc. Géographiquement, on s'étend de la Californie à la Russie, avec une forte activité au Canada, aux USA, évidemment en Europe, bien sûr en France, avec qui est le berceau historique. Et notre ambition, en fait, c'est celle de devenir le référent mondial de l'alimentation végétale. Je vais vous parler un petit peu du SI rapidement, en quelques mots. Le Bonduel, c'est une quarantaine d'applications, avec une stratégie assez forte de consolidation, de centralisation. En fait, on a très peu d'infrastructures sur nos sites, tout est en data center. Je dois vous parler aussi de notre ERP qui est JDE World Software, qui vit sur un AS400. Donc celui-là, il ne fera pas partie de la migration. Tant pis pour lui, il restera on-prem. Donc AS400, IBMI, puisque maintenant il faut l'appeler comme ça. Une autre particularité chez nous, c'est que la grosse majorité de nos applications sont des applications, des progiciels d'éditeurs tiers. On commence à faire du développement interne. On a les premiers projets qui voient le jour maintenant, mais bon, la grosse majorité, c'est encore de la solution du marché. Voilà, AWS nous a proposé de partager notre voyage vers le cloud. Donc je vais prendre quelques minutes pour vous en parler et faire quelques petits retours. Alors ça a commencé en 2016. En 2016, la question c'était qu'est-ce qu'on peut faire avec le cloud? Est-ce qu'il faut aller vers le cloud? Et c'était même mieux, c'est tiens, le cloud, il paraît que c'est 2 clics, mais vas-y, Jean-Xavier, vas-y, clique, fais les 2 clics et on y va. Bon, en fait, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. On a fini par solliciter Navigacom. Navigacom qui nous a aidé à mener une étude sur les opportunités pour Bonduel de migrer vers le cloud. On en a tiré 2 conclusions. La première, c'est que pour les petits workloads, ça avait vraiment du sens, financièrement, hein, j'entends, mais qu'on imaginait que ce serait un petit peu plus cher pour les gros workloads. La deuxième conclusion qu'on en a tirée, c'est qu'il était très difficile de faire une comparaison, sur l'aspect financier en tout cas, entre les différentes solutions du cloud, que ce soit celle de Microsoft, celle de Google ou celle d'AWS. Alors il y avait un choix à faire, le choix qu'on a fait, c'est le choix de celui qui était le plus en avance et celui qui avait le plus de services à notre disposition. Donc on a commencé comme ça, et puis on s'est rendu compte que les demandes affluaient rapidement avec des gros workloads qui arrivaient qu'on n'était pas forcément capable d'héberger chez nous on-prem sur nos data centers. Donc c'est là où on s'est dit il faut qu'on se fasse accompagner davantage, notamment sur l'aspect technique. Et là il a fallu faire un choix de partenaire, et ça c'est quelque chose sur lequel j'insiste. Vous avez besoin de trouver le partenaire qui vous corresponde le plus. Celui qui va répondre à vos besoins. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Est-ce que vous allez attendre de lui qu'il vous construise le socle, qu'il vous accompagne dans la migration, ou est-ce qu'il vous accompagne encore au-delà pour assurer l'exploitation? Là, en fait, on a été séduit par le discours de D2SI, en fait, dont l'objectif est de transmettre ses compétences à ses clients, et donc de pouvoir nous accompagner par la suite sur d'autres sujets, d'autres compétences pour pouvoir déployer d'autres choses dans le cloud. Donc on a commencé avec eux à construire la landing zone. Alors la landing zone, j'ai toute une diapo là-dessus, je vous en reparlerai après. En même temps que cette construction de landing zone, qui est le socle technique de notre cloud, on a fait ce qui s'appelle l'application assessment. Alors en quoi consiste l'application assessment? L'idée c'est de prendre application par application et de regarder ce que ça va représenter dans le cloud. Qu'est-ce qu'il va falloir déployer comme ressources dans le cloud pour ça?
Et une fois qu'on a fait ce travail-là, ça nous permet de dire le projet va prendre, on avait évalué ça à 3 ans, il nous faudra autant de ressources, et donc ça nous permet de calculer un coût de build du projet, un coût de run, et forcément derrière un ROI. Et en fait, la conclusion qu'on a tirée de cela, c'est que si on voulait avoir un ROI pertinent, pour aller vendre le projet, clairement, il fallait qu'on aille au bout de la migration, pousser le curseur au maximum et migrer l'ensemble de notre ESI, toujours excepté la S400, puisque lui, on a dit qu'il n'irait pas. C'est le choix qu'on a fait. En fait, l'idée, c'est de ne plus supporter les coûts de transformation technique et les coûts de data center et les coûts de remplacement matériel. Tout ça, ça rentre évidemment dans le ROI. Fin 2017, le projet est validé. Début 2018, on commence les migrations. Aujourd'hui, en 2019, on est à peu près à la moitié des applications qui sont migrées. Donc c'est pour l'instant un vrai succès, avec encore hier une application relativement lourde, dont l'éditeur nous avait dit qu'elle ne migrerait pas dans AWS pour des raisons techniques. Elle y est. Alors, comme dans tout projet, il y a un facteur très important, c'est la communication. Je vais essayer de vous sortir là les éléments spécifiques à une migration dans le cloud. La première, c'est que toute l'équipe IT doit être impliquée. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut réussir à inculquer les réflexes du cloud, les enjeux, le vocabulaire. Donc ça passe par des présentations, des explications, mais aussi des échanges au café. Pouvoir faire face aux freins, par exemple. Vous allez entendre, le cloud, c'est pas sécurisé comme nos data centers. Ah non, c'est pas sécurisé comme nos data centers. Ça l'est plus, à condition d'installer la sécurité sur nos ressources qu'on déploie dans AWS. Et avec ce discours-là, on arrive à convaincre. Le deuxième point, c'est qu'il faut annoncer très tôt aux collaborateurs, et il ne faut pas avoir peur de le faire, aux collaborateurs infrastructure, qu'il y a un virage à prendre et qu'ils vont changer de métier. Ça, c'est important, et il faut aussi savoir répondre aux questions qui vont se poser à ce moment-là, du type, s'il n'y a plus de serveur, qu'est-ce que je vais faire demain? Maintenant qu'on a stabilisé l'infra, on est dans une situation bien sympa, on casse tout et on recommence, comme d'habitude. Et oui, ces éléments-là, vous allez les entendre, mais il faut savoir expliquer pourquoi on fait ça, quels sont les enjeux qui sont derrière. Et cette communication, en fait, elle doit permettre de donner des perspectives aux collaborateurs, annoncer l'ouverture à l'innovation, parler de serverless, parler d'IA, d'IoT, et là, vous allez susciter l'intérêt de vos collaborateurs. Voilà, c'est ce qu'on a vécu au début du projet, tout en construisant en parallèle les fondations de ce SI futur à l'époque, la landing zone. Alors elle est belle, cette landing zone, sauf que pour nous, au début, ça ressemblait un peu à ça. Alors, en fait, construire la landing zone, j'ai pour habitude de dire que c'est le premier saut vers l'inconnu, surtout pour les collaborateurs qui s'y collent. Et clairement, ça nécessite un accompagnement sérieux. Les premiers workshops que vous allez faire sont assez disruptants. Ça casse des principes ancestraux, ça amène une quantité de notions qui n'étaient pas connues jusqu'alors. Mais on parle bien du socle sur lequel vous allez tout construire, donc il faut le faire consciencieusement et investir du temps. Et c'est là où je vais vous amener, vous l'avez certainement entendu ce matin, vous amener à infracoder votre infrastructure. Il faut coder dès le premier jour. Parce que si vous voulez le faire après, rattraper une infrastructure qui n'est pas codée, c'est juste impossible. Donc c'est une double marche à monter, la marche du cloud et la marche du codage de l'infrastructure, de l'infra as code, mais c'est indispensable si vous voulez espérer respecter des conventions de nommage, avoir des environnements homogènes et faire quelque chose d'industrialisé. Voilà, nous on a fait le choix de Terraform, qui est un outil descriptif qu'on a trouvé polyvalent et avec une bonne communauté. La landing zone, c'est pas seulement construire 3-4 subnets dans AWS, c'est déclarer, c'est créer plusieurs comptes, en assurer la sécurité, faire l'interconnexion avec vos réseaux à vous, mettre en place les logs, déployer l'Active Directory par exemple. Et en fait, vous vous rendrez compte que il n'y a pas une landing zone universelle pour toutes les entreprises. Il faut faire la landing zone qui vous correspond, encore une fois, il faut l'adapter à ce qu'on est. Une chose est sûre aussi, c'est que vous n'aurez pas la landing zone parfaite, merci. Elle sera améliorée au fil des déploiements, c'est assez itératif aussi. Donc oui, il y a des choses que vous n'auriez pas fait comme ça, mais c'est pas grave, on améliore au fil du temps. À un moment, de toute façon, il faut y aller, il faut commencer à migrer. Alors la migration, je ne vais pas reprendre ici les principes de la gestion de projet que vous connaissez tous, je vais essayer encore une fois de sortir les particularités.
une migration d'application, en fait, on essaye de... on fait un deep dive systématiquement pour chaque application. Un deep dive, c'est quoi? L'idée, c'est de rassembler toute la documentation et toutes les personnes qui connaissent l'application de près ou de loin, même si elles connaissaient l'application et qu'elles ont changé de rôle depuis. Et l'idée, c'est de se mettre tout ce petit beau monde autour de la table et de tout se redire sur l'application, du nom du serveur à l'éditeur, au flux, aux adhérences, etc. On écrit tout et on se remémore de tout. Et en fait, nous, on s'appuie sur un document, sur une trame qu'on vient enrichir à chaque itération. On ne fait pas de lift and shift brut, on fait plutôt du replatforming, on vient réinstaller nos applications dans des plateformes du cloud. Ça nous permet aussi de s'adapter au cloud. En fait, notre PSI, ou PRA, vous l'appelez comme vous voulez, était basé sur la réplication du stockage et sur un réseau étendu, sur un plan d'adressage étendu entre deux salles. Ces deux possibilités-là, on ne les a pas dans AWS, donc il faut jouer autrement. Il faut utiliser des services managés d'Amazon, par exemple du RDS multi-AZ. Et puis un autre point aussi, c'est qu'il ne faut pas rester avec un problème, avec une question. Dès que ça se pose, on n'attend pas, on ouvre un ticket au support. Le support est très réactif et avec des réponses très très détaillées. Ils sont vraiment concernés par notre sujet à nous. Voilà, avec cette méthode, on tient le rythme. Hein. On a terminé hier une grosse application, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc on est à peu près à 50% des applications migrées. Comme retour d'expérience, deux petits points qu'on aurait fait autrement. La première, c'est la gestion des compétences. On se rend compte que les membres de l'équipe n'avancent pas tous à la même vitesse. On aurait peut-être dû dégager du temps plus tôt et faire des vraies formations plus tôt. Et le deuxième point, c'est qu'il ne faut surtout pas laisser faire le partenaire seul. Si vous voulez garder l'exploitation, garder la maîtrise de votre SI, il faut avoir compris ce qu'il fait. Pour comprendre ce qu'il fait, il faut le faire avec lui. Et ça, ça prend un peu plus d'énergie, mais c'est du temps que vous gagnerez par la suite. Dans les difficultés rencontrées, la première, c'est qu'on en découvre tous les jours. Et parfois, on comprend qu'on aurait dû faire autrement. Le tout, c'est de s'en rendre compte le plus vite possible pour pouvoir détricoter un petit peu et retricoter comme il faut. Le deuxième point, c'est l'implication des éditeurs, qui parfois ne sont pas prêts pour le cloud, et qui ne font pas forcément d'efforts pour ça d'ailleurs, parce qu'eux, ils ne voient pas d'intérêt de leur point de vue. Et le dernier point dont j'aimerais vous parler, c'est que dans vos équipes, il y a un nouveau rôle qui va arriver, c'est le rôle de FinOps. L'idée du FinOps, c'est d'optimiser la facture à la fin par des actions qui sont nécessaires si vous voulez espérer un ROI, comme par exemple la réservation d'instances, qui peut vous permettre d'économiser facilement la moitié de la facture sur un EC2 par exemple. Enfin, ce qu'AWS nous apporte aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est une véritable implication, motivation des équipes. AWS, ça intéresse, ça ouvre des perspectives. AWS nous permet aussi aujourd'hui de déployer des nouvelles applications sur des architectures scalables, hautement disponibles et automatisées. On a sorti notre première application aujourd'hui avec des serveurs qui sont complètement destructibles et reconstructibles à la volée. Et ça, c'est vraiment nouveau chez nous. Autre chose qui est très nouveau, c'est la réduction du time to market, et une vraie réduction du time to market. Aussi la possibilité de déployer des applications plus gourmandes qu'on n'aurait jamais pu déployer sur notre data center. J'en parlais tout à l'heure. C'est le cas de notre data visualisation. En fait, on utilise ClickSense. ClickSense a été déployé en une semaine chez nous, en termes d'infrastructure, hein, j'entends. Et ça, c'était vraiment nouveau. Ça a été très remarqué parce que c'était du jamais vu. Voilà, AWS nous permet aussi de mettre en place des nouveaux services très rapidement, comme l'authentification unifiée pour l'ensemble de nos sites web avec Cognito. Ça s'est fait assez vite aussi. Et ce qu'on se rend compte en fait dans la transformation, c'est que l'IT arrive au service de l'innovation plutôt qu'une IT occupée à exploiter des architectures techniques. Par exemple, lors de notre dernier séminaire à la DSI, on a eu l'occasion, sans investissement, de faire découvrir à nos collaborateurs ce que c'était que des API, ce que c'était que l'IoT, ce que c'était que l'IA. Et ça a été très apprécié, ça a été vraiment, je pense, notre séminaire avec les meilleurs retours qu'on ait pu avoir. En conclusion, je dirais que ce projet, avec le concours d'AWS et celui de D2SI et d'autres partenaires qui sont même parfois dans la salle, ça a permis à la DSI d'être en mesure de travailler sur des projets à haute valeur pour le groupe, tout en gardant la maîtrise du SI. Et en fait, la clé, vous l'avez bien compris, c'est de s'affranchir des problématiques technico-techniques et hardware et virtualisation, par exemple. Voilà, je vais repasser la main à Claude, je pense que je vous ai tout dit.
qui va vous parler de ce qui se passe après la migration et de l'importance de savoir opérer dans le cloud. Merci beaucoup. Alors, je vous avais promis que son témoignage aurait été intéressant, je pense que c'est le cas. Et en plus, si monsieur est là aujourd'hui, c'est qu'il a... Alors, si ça veut bien... Voilà. Si monsieur est là aujourd'hui après une migration critique hier, c'est qu'il a pensé à ça. Il a pensé au jour d'après. Quand je réalisais des migrations dans le cloud, finalement, j'étais très peu stressé par l'exécution de la migration en elle-même, parce qu'on avait bien planifié, les équipes étaient prêtes, le plan de migration était chronométré, donc on savait ce qu'on allait réaliser, et je savais que j'avais les bonnes personnes disponibles on call. Donc finalement, la migration, c'est quasiment un no-event quand il est bien préparé. Ce qui me stressait beaucoup plus, c'était finalement la mise en production des applications et la transition au run. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir migré une application et de s'entendre dire le lendemain ou de découvrir le lendemain que finalement elle est tombée. Ça m'est déjà arrivé. Et donc du coup, on passe un sale quart d'heure parce que finalement, ça signifie plusieurs choses. Ça signifie que le run n'est pas en mesure de reprendre les opérations. Et des fois, ce n'est même pas forcément de la faute des équipes de migration. On peut avoir des équipes de run qui ont découvert qu'il y avait un serveur qui avait migré dans le cloud, qui finalement ont eu une alerte de monitoring sur des serveurs qui étaient on-prem, qui ont remonté des serveurs on-prem et qui finalement ont décommissionné des serveurs dans le cloud. Donc finalement, on peut avoir des embrouillos comme ça qui montrent au business, qui montrent au métier qu'on n'est pas prêt à opérer dans le cloud. Et là, je vous passe toute la partie sur la gestion des données, une fois que l'application a été remontée dans le cloud, et finalement qu'on doit la remettre up on-premise avec une désynchronisation des jeux de données. On s'amuse bien, on passe de bons week-ends. En tout cas, ça montre une chose, ça montre qu'il faut maîtriser la partie opération, ça montre qu'il faut l'anticiper aussi. De mon point de vue, il est indispensable de mettre en place des processus utiles qui sont soulignés en rouge ici, donc qui sont Incident Management, Security Management, Identity Management, High Availability. Ce sont pour moi les processus qui sont vraiment clés à mettre en place et à opérer, avant la migration, donc à documenter et à mettre en place de façon à ce qu'ils soient prêts le jour J de vos migrations. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que, comme je vous l'ai dit, vous devez documenter ces processus, vous devez former les équipes et vous devez leur donner les bons outils. C'est vraiment indispensable pour avoir des équipes qui soient prêtes à opérer dans le cloud. On va passer maintenant sur le dernier point. Si vous vous souvenez des 4 phases, on avait une phase d'optimisation. Qu'est-ce qu'on vient faire sur cette phase d'optimisation? Finalement, on a une règle chez AWS qui consiste à ne pas passer du temps à sizer les machines avant la migration. Pourquoi? Parce que le sizing des machines, les machines sont facilement resizables une fois qu'elles sont dans le cloud. Donc on passe par une phase de revue de dimensionnement. Donc je vous conseille de laisser vos instances tourner 1 mois, 2 mois, en tout cas un temps relativement significatif pour avoir une indication sur les performances de vos workloads. Et ensuite de venir les redimensionner, downsizer ou upsizer en fonction de ce que vous allez constater. Deuxième chose, c'est que vous pouvez augmenter l'élasticité de vos applications avec de l'autoscaling, par exemple, ou des ELB, et ainsi de suite. N'oubliez pas, comme Jean-Xavier en a parlé, n'oubliez pas de mettre en place des équipes FinOps qui vous permettront de venir mixer les différents modèles de pricing. Donc, si vous savez que vous avez des instances qui sont relativement steady en termes de workload et que c'est des instances qui sont faites pour durer, finalement, rien ne vous empêche de prendre des réserves instances et vous allez voir, vous allez pouvoir optimiser grandement vos factures. Dernier pilier, optimiser le stockage. Donc, choisissez le bon tiering de stockage. Le mot est un peu franglais, mais c'est ça. L'idée, c'est de ne pas mettre des données archivées sur du S3, par exemple, utiliser Glacier plutôt. Le dernier point, c'est de surveiller, de mesurer, d'optimiser et de taguer. Taguer tout. C'est pourquoi je parle du tagging, parce que quand vous allez faire vos revues de coûts ou sur la partie opération, c'est indispensable d'avoir les bons tags aux bons endroits pour permettre d'avoir une vision qui soit relativement assez claire. Sinon, on peut rapidement se retrouver dans la situation d'avoir une CMDB qui n'est pas à jour en fait. Dernier point. Un DJC a l'habitude de dire « There is no compression algorithm for experience ». Où je veux en venir en disant ça?
Le point, c'est que la meilleure façon de faire des migrations, c'est de faire comme moi, de vous lancer. N'hésitez pas à entamer vos migrations et à repousser le plus que possible ou à combattre l'analysis paralysis, c'est-à-dire le fait que vous passiez du temps à analyser et que finalement vous ne faites pas une seule migration. Vous allez apprendre et chaque migration est différente. Chaque fois que j'entame une migration, je suis stressé. Chaque fois que j'ai un nouveau client, je suis stressé, oui. Mais on entame des migrations, on le fait et on y va petit à petit et c'est la meilleure façon finalement d'appréhender le sujet. Quelques points. Avant de terminer, c'est mettez en place un centre de compétences. C'est vraiment clé pour finalement aller capitaliser sur l'expertise d'experts qui vont vous aider à construire la bonne landing zone et qui vont vous aider à avoir les bons standards d'opération dans le cloud. Ça peut vous éviter certaines embûches comme le fait de ne pas taguer proprement ces ressources avant le cloud. Mettez à disposition les bons outils pour vos équipes. Petit teasing, on en parlera dans la session que j'ai cet après-midi, donc si vous voulez découvrir les outils, n'hésitez pas à venir. Analysez, mais sans suranalyser, et faites-vous accompagner de personnes qui l'ont déjà fait, donc des partenaires qui ont été cités, mais aussi des ProServe, comme moi, on a des ProServe spécialisés migration, des ProServe spécialisés en infrastructure qui vous aideront à analyser, à capitaliser sur cette phase. Et maintenant, le texte s'affiche. Voilà, j'arrive au terme de la session. On est un peu en avance, mais j'aimerais faire un peu de pub pour 3 sessions. Une session d'Olivier Kahn sur comment déménager vos data centers vers VMware on Cloud, donc le fameux relocate dont on a parlé tout à l'heure. Une session cet après-midi présentée par moi-même sur les outils de migration. Je pense que j'ai déjà fait suffisamment de pub comme ça. Et une session d'excellente qualité d'un collègue avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui est devenu SA il y a peu, Nicolas Malaval, qui va vous parler de landing zone. Pour avoir vu ces slides, c'est une presse de très haute qualité. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de summit. Merci à vous. Et merci à Jean-Xavier pour son témoignage. Et si parmi vous, il y en a qui veulent échanger, je reste à votre disposition, alors au travers du summit. Merci.